Sur les aspects liquidatifs, moi je vais évoquer devant vous les aspects liquidatifs au stade du prononcé du divorce, puisque depuis 2016, le législateur a voulu inciter les parties, les époux, à discuter avant le divorce de la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs intérêts patrimoniaux. Et donc depuis désormais, et toutes les assignations délivrées depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce ne prononce plus la liquidation comme ça se faisait par le passé, sauf cas prévus par les textes, et ce cas particulier est le suivant, lorsqu'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistants entre les parties. Et pour justifier de ces désaccords subsistants, le texte prévoit notamment 2 cas: la déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255-10. Donc sur cet article 255-10, M. Lesba et Maître Fels évoqueront précisément de quoi il s'agit. Donc moi je vais vous parler de la déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire et de l'établissement des désaccords subsistants. Alors, le texte, donc l'article 267, utilise l'adverbe « notamment », ce qui peut laisser penser que les parties peuvent par tout moyen, établir leur désaccord subsistant pour demander que le juge ordonne la liquidation dès le prononcé du divorce. Mais le Code de procédure civile prévoit que cette déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou la preuve par tout moyen des désaccords subsistants doit intervenir dès l'assignation. Donc ça veut dire que dès l'assignation, il faut que les parties aient signé cette acceptation commune, cette déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, ou que dès l'assignation, le demandeur établisse par tout moyen les désaccords subsistants. Donc autant vous dire, et cela à peine d'irrecevabilité. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, à La Roche-sur-Yon, depuis que je suis juge aux affaires familiales à La Roche-sur-Yon, je n'ai encore jamais vu ce cas de figure se présenter, à savoir qu'avant même l'assignation, les parties aient signé cette déclaration commune ou que le demandeur soit en mesure d'établir par tout moyen les désaccords subsistants. Souvent, ces désaccords subsistants, on les voit apparaître au travers de la fameuse proposition de règlement des intérêts pécuniaires. Mais c'est trop tard, en fait, puisqu'il faut que ça soit fait au moment de l'assignation, et souvent c'est après cette assignation que vous commencez à discuter, en tout cas judiciairement, de ces points-là. Donc, en tout cas, si ces conditions étaient réunies, ou si on a l'article 255-10 qui a été appliqué, à ce moment-là, le juge peut ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage dès le stade du divorce. Sinon, il ne peut pas le faire. Pour ce qui est du projet d'état liquidatif, je vais laisser M. Lesba en parler. Juste peut-être pour vous dire qu'en plus de prononcer la liquidation, le juge, en application de l'article 267, a quelques attributions complémentaires. Il peut décider d'attribuer préférentiellement certains biens. Et alors, il peut le faire si on lui demande, hein, bien sûr. Et si je le dis, c'est parce que la demande, c'est d'attribution préférentielle. Ce n'est pas une attribution de propriété, c'est une attribution préférentielle de propriété. Donc, si vous sous réserve de ce que dira ma collègue, si vous me demandez d'attribuer la propriété de tel véhicule, parce que ça fait partie notamment de ce qu'on nous demande, mais je ne me sentirai pas tenue de répondre à cette demande, puisque moi, je ne peux qu'attribuer préférentiellement la propriété d'un véhicule. Ce qui est concerné par l'article 267, l'attribution préférentielle, c'est en visa des articles 831 et suivants et 1476 du Code civil. C'est en gros la propriété ou le droit au bail de l'habitation principale. Il faut que le demandeur réside effectivement dans ce local. C'est le cas aussi pour le mobilier garnissant ce local. Ça peut être aussi la propriété ou le droit au bail d'un local à usage professionnel et essentiellement les véhicules. C'est souvent pour les véhicules ou la résidence principale que c'est demandé, cette attribution préférentielle. Attention, dans le cadre d'un divorce, contrairement aux successions, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Voilà. Le juge peut également accorder des avances sur communauté ou sur bien indivis et il peut également statuer sur le maintien dans l'indivision. Moi,
à ce jour, je n'ai jamais eu ce type de demande. Les demandes concernent essentiellement l'attribution préférentielle, en général, de la résidence principale ou du véhicule. Voilà pour ce qui est de l'article 267, étant précisé que le point le plus intéressant, et donc je passe la parole à M. Lesba et à Maître Fels, concerne l'application de l'article 255-10, qui ouvre une brèche, puisque dans ce cadre-là, le juge pourrait prononcer la liquidation et statuer sur les désaccords établis après l'assignation. On le demande au stade de la conciliation, donc évidemment, avec la réforme, il faudra faire une demande spécifique au juge. C'est un outil qui est intéressant, qui est pas très pratiqué en fait, plus pour des raisons en réalité à la fois de coût, parce que c'est comme une expertise, donc souvent les gens, pour eux, c'est coûteux. Et concrètement, c'est un petit peu compliqué parce que, alors moi, j'en ai eu une qui a avorté, mais une qui a fonctionné. Le problème, c'est que le divorce était largement prononcé depuis longtemps quand on a eu le résultat. Donc, en fait, concrètement, l'outil a été très intéressant, mais finalement, en pratique, par rapport à ce que le texte propose, on a eu un problème de rapidité. Alors, souvent, on le demande, le 255-10, quand le patrimoine est complexe, hein, ou quand il y a un des époux... alors là, en l'occurrence, moi, j'avais un époux qui, finalement, n'arrivait pas trop à connaître la consistance. C'était un peu bizarre parce que c'était un bien propre, mais elle n'en avait pas conscience. Donc, je pense que à la fois quand le patrimoine est complexe, quand il y a de l'opacité par rapport à la partie adverse, quand il y a des sociétés, c'est parfois pas très simple, hein, parce que il peut y avoir des sociétés, on ne sait pas si forcément elles font partie de la communauté ou pas. Quand il y a des régimes séparatistes, c'est pareil, il peut y avoir des héritages. Enfin, c'est en général dans ce domaine-là qu'elle est demandée, donc forcément pour le notaire expert qui va être désigné, ben, c'est plus de travail. Mais par contre, c'est vrai que c'est un outil intéressant parce que ça permet de proposer aux gens, si ça va vite, une visibilité par rapport à l'aspect, je dirais, patrimonial et financier de leur divorce. Ça peut aider pour une prestation compensatoire. Ça peut permettre effectivement de ne pas revenir devant le juge après sur une liquidation parce qu'une fois le divorce prononcé, on n'aura rien réglé. Ça peut donc être un outil intéressant, simplement, je pense que là, c'est peut-être justement dans le cadre de conventions qu'une pratique pourrait être améliorée, ce qui permettrait au juge de dire je peux désigner parce que je sais que derrière, ça ira assez vite, parce qu'en fait, voilà, moi en tout cas, celui que j'ai fait a duré très longtemps, ça a été satisfaisant sur les résultats puisqu'on a obtenu... on a obtenu vraiment un détail du notaire. Le notaire, il est surtout là pour faire un projet de liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas forcément là pour faire le partage. Donc souvent, le partage peut venir après. Il peut être fait par un autre notaire. Ça dépend un peu du conflit. Si l'expertise s'est très mal passée parce que c'est très conflictuel, dans ces cas-là, je pense qu'en général, entre nous, c'est ce qu'on a eu, on est allé devant un autre notaire. Mais a priori, on peut avoir aussi des dossiers où c'est très conflictuel au départ. Finalement, d'aller en expertise, les choses s'apaisent. Tout s'apaise, ça peut être aussi apaisé pour les enfants. Et grâce à des outils comme ça, je pense qu'on peut revenir justement vers des accords, mais d'où la nécessité d'une bonne collaboration en fait, entre les avocats, entre les notaires, enfin avec le notaire expert, parce que voilà, moi je pense que c'est un outil intéressant, mais qu'on met difficilement en pratique. Voilà, alors ce sera à voir justement dans les textes. Je pense qu'il y a un texte qui va disparaître dans le code de procédure justement par rapport à l'articulation avec 255-10 et 267. Je pense que là il va y avoir des modifications puisque c'est quand même des articles qui étaient liés et notamment 267 qui permettait de demander dans l'assignation au juge de trancher certains points d'homologuer des accords et de trancher certains points de désaccord. Là, effectivement, techniquement, je ne vois pas trop comment ça va s'articuler. Mais 255-10 ne disparaît pas. Donc, peut-être c'est l'occasion, justement, de l'utiliser d'une façon différente.
qui va peut-être remplacer, d'ailleurs, je finis, qui va peut-être remplacer finalement un peu le 265.2, puisque en fait, avant, on le mettait en place, on avait la conciliation, on avait le temps de réfléchir, de se dire pendant la mise en état, il y a peut-être des accords à trouver, tandis que peut-être que là, c'est deux outils qui vont un peu se superposer, et peut-être 255.10 utilisé quand c'est conflictuel, et 265.2 quand il n'y a pas de conflit, ce qui permet finalement peut-être aussi de débloquer un peu plus facilement. Je pense que là, il y a des équilibres différents qui vont se mettre en place. Alors, dans l'espérance que cet outil se développe, voulez-vous que j'en fasse une présentation? Alors, une petite présentation de l'article 255, 10e du Code civil. Bon, déjà, les textes applicables, si vous êtes désigné sous cet angle-là, il faut savoir que l'article 1121 du Code de procédure civile renvoie à toute une série de textes issus de l'expertise. Donc, le notaire désigné sous cet angle-là doit lire tous les textes de l'expertise pour voir quel est son régime, lequel je vais détailler maintenant à travers 3 points. Le choix du notaire, la mission du notaire et le contenu du projet. Premier point, le choix du notaire. Le juge peut désigner un ou plusieurs notaires. Je critique la pratique consistant pour le juge à désigner le président de la chambre de notaire avec faculté de délégation. Comme c'est un exercice personnel, je pense que le juge doit désigner directement le notaire. On vous confirme que ça ne se fait plus. Vous le faites plus? Non. Très bien. C'est condamné par la jurisprudence. Oui. Ensuite, le risque de récusation. Effectivement, le notaire désigné comme un expert doit être neutre. Dans l'idéal, il ne doit pas connaître les époux avant d'être désigné. Alors, le critère, c'est celui de l'amitié et de l'inimitié, puisqu'on va utiliser les textes de récusation qui permettent de récuser un magistrat. Article 341 du Code de procédure civile et L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. Si le notaire a des liens d'amitié ou d'inimitié notoires avec l'un des époux, il peut être récusé, mais il doit lui-même indiquer au magistrat qu'il doit être récusé. Il doit lui-même refuser la mission. Voilà ce qu'il faut avoir en tête pour le notaire. Ensuite, le notaire désigné, il doit accepter la mission, ce qui suppose qu'il n'est pas obligé d'accepter. Article 267, alinéa 2 du Code de procédure civile. Pour la mission du notaire, quel est le délai de celle-ci? Le délai n'est pas fixé par la loi, c'est le juge de l'ordonnance qui va fixer le délai, qui devra bien sûr être respecté par le notaire. Article 239 du Code de procédure. Cette mission est personnelle, elle doit être effectuée par le notaire personnellement. Ceci dit, l'article 268-1 du Code de procédure permet à l'expert de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par une personne de son choix. Ce sera, je le pense, que rien ne l'interdit ici, un quart de notaire, où le notaire aura le droit, de par le code, de se faire assister de quelqu'un. Sa mission doit être impartiale, par application de l'article 237 du Code. C'est-à-dire qu'ici, on va devoir appliquer la règle du contradictoire. Alors, le technicien, article 237, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Concrètement, le notaire doit accueillir les époux toujours ensemble, jamais séparément. Tout document fourni à un époux doit être fourni à l'autre également. Toute une série de règles que l'avocat connaît et que le notaire doit faire sienne. N'oublions pas aussi que le Code de procédure civile prévoit toute une série de textes insistant sur la faculté pour l'expert à rentrer en contact avec le magistrat. Je le regrette, mais je me rends compte qu'en pratique, le notaire désigné soit sous 255 dixièmement pendant l'instance, soit même dans le cas d'un partage judiciaire, éprouve souvent une certaine réticence à contacter le juge face à une difficulté. Et pour en avoir parlé avec des magistrats, bien souvent, ceux-ci n'attendent qu'une seule chose, c'est que le notaire rentre en contact avec eux-mêmes s'il y a une difficulté. On confirme. Voilà. Bien. Et donc, face à la moindre difficulté, il y a toute une batterie de textes qui permet au notaire de demander l'appui du magistrat, lequel pourra dire aux époux, bon, là, il faudra peut-être agir conformément à ce que dit le notaire. Bien. Au sujet notamment des pouvoirs d'investigation du notaire. L'article 255 10e du Code civil offre des pouvoirs d'investigation
spécifique au notaire prévu par l'article 259-3. Les époux doivent se communiquer et communiquer aux juges ainsi qu'aux experts, sous 255 dixièmement, tous les renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et donc liquider également le régime matrimonial dans le cadre de ce projet d'état liquidatif. La loi exige que les époux fournissent aux juges et aux experts tous les renseignements utiles. Une bonne pratique consisterait également pour le juge désignant un notaire de donner directement, lors de ces désignations, le pouvoir au notaire d'interroger tous les fichiers administratifs comme FICOBA, FICOVI, pour connaître directement les comptes en banque, pas les montants, mais l'existence de comptes en banque ou de contrats d'assurance vie souscrits par les époux. Troisième étape, le projet d'état liquidatif. Le texte ne précise pas la forme de l'acte. On pourrait admettre un soutien privé, mais s'agissant d'un notaire, on admettra bien volonté l'acte notarié qui permet d'avoir ses avantages de conservation de force probante. Donc on dressera ce projet par acte notarié. La forme, la voici. Le fond, cet acte notarié doit comporter un état liquidatif. Donc on distingue les biens propres et les biens communs. On dresse l'état des récompenses, les comptes de récompense, et on forme les lots, sans les attribuer. On se contente de former les lots. Tout ce travail intellectuel est fait par le notaire selon son idée de l'application des règles légales à ce qu'il estime être les faits probables, avérés, selon ce que disent les époux. C'est-à-dire que le notaire n'a pas à suivre nécessairement ce que dit un époux, voire à ce que disent les deux époux. Le notaire est désigné en tant qu'expert, il y fixe son projet conformément à ce qu'il estime être l'application des règles légales. Les deux époux disent « on pense que c'est bien un commun » et qu'il y a une récompense. Si le notaire « non, le bien est propre, il n'y a pas de récompense », eh bien, le bien est propre, il n'y a pas de récompense. Le notaire est désigné en tant qu'expert qui applique les règles légales. Vous n'avez pas cherché nécessairement à rentrer dans le détail. Plus le projet détatif est précis, mieux c'est pour le magistrat. Mais ce qui compte aussi, c'est la rapidité. Donc, pour rendre le projet dans les délais requis par le magistrat, celui-ci préférera un projet assez précis, mais rendu dans les temps qui étaient demandés, plutôt qu'un projet très précis, mais rendu après le prononcé du divorce lui-même. On veut quelque chose de précis, mais sans aller forcément dans le détail si on n'arrive pas à avoir tous les chiffres. Ce projet d'état liquidatif, après l'état liquidatif, va contenir les observations des époux. C'est prévu par l'article 276 du Code de procédure auquel renvoie l'article 255 dixièmement. Donc concrètement, on pourra tenir compte des réclamations faites par les époux qui seraient présents, voire même des courriers qui pourraient vous adresser, que vous annexerez à votre projet d'état liquidatif. Comme on l'a dit, il est de bonne pratique également de préciser les litiges. Avant 2016, le juge du divorce ne pouvait trancher un litige que si ce projet d'état liquidatif notarié est suffisamment précis sur le litige. Cette obligation a été supprimée. Cependant, il est quand même de bonne pratique de continuer dans le projet d'état liquidatif à lister les litiges entre les époux, par exemple au sujet de l'indemnité d'occupation de ce bien indivis. Monsieur pense que l'indemnité est de 500, madame de 800, ce qui permettra au juge de trancher ce litige liquidatif dès le jugement de divorce. Et parfois, l'indemnité d'occupation est le seul litige. Donc plutôt que d'aller en partage judiciaire, cela permet de résoudre tous les litiges dès le jugement de divorce, ce qui est nécessairement plus rapide et entraînera moins de souffrance pour les époux après divorce. Parfois, en cours de travail, le notaire arrive à obtenir un accord entre les époux. Dans ce cas-là, on quitte l'article 255 dixièmement et on se dirige vers 265-2 du Code civil, le partage amiable. On ne rendra pas au magistrat de projet d'état liquidatif, on dressera un partage amiable. Cependant, on adressera un courrier informant le magistrat qu'un partage amiable a pu être dressé. Voilà pour cette présentation assez précise. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je peux peut-être préciser juste un point sur 255-10, c'est que ce qu'on demande au notaire, parce qu'en fait, effectivement, on le pratique assez peu, en tout cas en Vendée à ce jour, ce qu'on demande au notaire dans ce cadre-là, c'est d'avoir une mission d'expert et donc pas nécessairement de trouver un accord entre les parties.
Ce qu'on a besoin, c'est ce que vous avez dit, Monsieur Lesbas, c'est que le notaire dresse un projet d'acte liquidatif au regard des éléments dont il dispose, et ça dans un délai raisonnable. Alors moi, je me disais, est-ce que 10 mois, c'est un délai raisonnable? Ça me semble être raisonnable. Dans le futur divorce ou dans l'actuel? Dans l'actuel, voilà. Actuel. Dans le futur, parce que 10 mois, c'est actuellement, le délai raisonnable, c'est pourquoi? C'est pour être utile dans le cadre de la procédure ensuite, puisque l'intérêt, c'est que les parties, dans le cadre de leur procédure de divorce au fond, puissent se prévaloir de ce projet d'acte liquidatif pour pouvoir soumettre au juge leurs désaccords subsistants, y compris après l'assignation, puisque c'est la dérogation du texte qui permet aux parties, y compris après l'assignation, de soumettre leurs désaccords subsistants au juge en fournissant ce projet d'état liquidatif. Donc si, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai eu un projet d'état liquidatif d'un notaire qui est arrivé après la clôture. Donc c'était, entre guillemets, trop tard. Après, les parties pourront aller. Donc ce qu'il faut que les notaires entendent, et ce qu'on souhaitait, ma collègue et moi-même, faire aujourd'hui remonter, c'est que dans ce cadre-là, 255-10, lorsque le notaire est désigné, ce dont le magistrat a besoin, c'est qu'il fasse aussi rapidement que possible un projet d'état liquidatif au regard des éléments que lui apportent les époux. Et si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord, à ce stade-là, c'est parce qu'on demande au notaire de rechercher un accord sur l'état liquidatif. Après, il y a des règles sur la taxation, la consignation, etc. Et si vous permettez, j'en parlerai un tout petit peu après, puisque Madame doit présenter l'article 255.9 et que du coup, les règles s'appliquent de la même manière. Oui. Oui, tout à fait. Les règles s'appliquent de la même manière. Colette Levas, je suis avocat, honoraire maintenant, j'étais spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, et je suis également depuis 10 ans professionnelle qualifiée. Alors effectivement, la réforme de 2004 avait ajouté ces alinéas 9 et 10, et nous avons, Madame, Messieurs les notaires et nous-mêmes, avocats, souvent généralement spécialistes, la même mission qualité d'expert. Et ça a été la volonté du législateur de tout de suite, dès le début de la procédure, et nous avons tous changé nos habitudes, nous les avocats, dès le début de la procédure, eh bien, de nous intéresser au régime matrimonial et tout de suite de voir cet aspect-là. Et c'était encore notre faculté d'adaptation que de maintenant, on voit bien que ça a de plus en plus son importance. Alors 255.9, je vous le rappelle, le juge peut notamment désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. La mission, c'est très succinct, mais quand on voit la mission que nous donne et que j'ai été amenée à exercer également, elle va effectivement jusqu'à dresser un inventaire complet. J'avais, dans une entreprise, une énorme entreprise, il y avait plus de 20 sociétés, faire un inventaire complet, patrimonial, pécuniaire des parties. Je devais anticiper et regarder quelles étaient leurs rémunérations, ils arrivaient à la retraite, et je devais proposer aux magistrats tous les éléments d'une façon extrêmement exhaustive pour qu'elles puissent, déterminer le montant de la prestation compensatoire que l'avocat de l'épouse réclamait à hauteur de 500 000 € et que, après mon expertise, elle avait été évaluée, le magistrat m'avait suivi à 200 000 €. Donc c'est un travail d'expert, je ne vais pas redire ce qui vient d'être énuméré. Nous sommes soumis à toutes les dispositions, effectivement, de l'expertise judiciaire. Ce qui fait peut-être notre spécificité par rapport à vous, messieurs, mesdames les notaires, c'est que de par notre formation d'avocats spécialistes, nous avons l'habitude, en fin de compte, du contradictoire, nous avons l'habitude de gérer les conflits et nous ne venons pas professionnels qualifiés sans avoir déjà l'expérience du barreau, d'avoir déjà pris une certaine distance par rapport aux conflits, de savoir commencer déjà à les gérer, puisque de plus en plus, vous savez bien qu'on nous demande maintenant d'être médiateur, on a tous abordé, déjà vu le droit collaboratif, et nous savons déjà, si vous voulez, nous mettre dans la peau de quelqu'un d'indépendant pour pouvoir être cet expert en face de deux de nos confrères et des parties. Donc, cette formation, elle n'est pas venue comme ça. Alors, l'ANMJ, c'est l'Association nationale des avocats qui exercent un mandat judiciaire. Elle a été créée en 2006. J'ai fait cette formation avec ma consoeur Philono en 2009 et nous avons 10 ans derrière nous où nous suivons d'abord une formation initiale de 70 heures qui nous est dispensée par,
vos éminents collègues universitaires agrégés par des notaires, par les directeurs, par exemple, du bureau des hypothèques, par des banquiers, par des gestionnaires d'assurance vie. Nous devons pouvoir tout évaluer. Des valeurs mobilières, bien évidemment, et des patrimoines importants. Parce que quand nous sommes désignés à la demande des avocats, c'est parce qu'il y a un patrimoine mobilier important constitué souvent de beaucoup d'entreprises et qu'il faut que le juge puisse avoir une évaluation. Donc voilà, et nous sommes toujours une unique, association. Nous représentons à peu près presque 200 membres et il existe des professionnels qualifiés dans 58 départements en France, et la Vendée et la Charente-Maritime en est également. Nous avons, la possibilité effectivement d'avoir, mais toujours dans le cadre de la décision du juge, parce qu'autant vous, notaire, vous allez vous-même faire votre acte dans le cadre de l'autonomie de votre profession, tandis que là, nous sommes en tant qu'auxiliaires de justice, même si nous avons la qualité d'experts, nous devons apporter dans le cadre d'un rapport toutes les informations au juge pour qu'il puisse prendre sa décision. Aussi, nous avons accès à FICOBA, FICOVI, œil, toutes les bases de données qui existent. On peut, si le juge nous y autorise, nous adjoindre effectivement à Sapiteur. L'expertise, en 6 mois, elle doit être normalement faite. Nous avons un délai qui est relativement court, et ça concerne effectivement des patrimoines relativement importants. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne cette association. Je crois que le barreau de Paris avait ce projet de former les confrères à cette fonction de professionnels qualifiés, mais pour l'instant, nous sommes cette association avec des formations continues tous les ans, et j'ai mis à votre disposition une 50aine d'exemplaires ici à l'accueil pour que vous puissiez mieux nous connaître. Alors, notre spécificité par rapport à vous, les notaires, c'est que nous avons cette expérience, et peut-être il faut rappeler une réelle complémentarité avec vous, puisque nous pouvons vous solliciter lorsqu'il y a un inventaire estimatif peut-être à faire, mais généralement, nous avons la formation comme vous pour faire cette évaluation. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette fonction. C'est assez lourd, effectivement, cette expertise. J'ai eu à en faire une, et je voudrais ajouter que non seulement cette formation débouche sur une désignation sur le fondement de 255.9, et ça va peut-être davantage vous intéresser, même si au débat de divorce, c'est que nous sommes également les personnes qualifiées. Et mesdames, messieurs les notaires, vous serez peut-être ravis de savoir que nous sommes également mandataires successoraux. Je vous donne un exemple. Un de vos confrères de Limoges se trouve dans une succession, la personne décède, un seul héritier, un fils unique. Or, quand on ouvre le testament, légataire universel, une certaine demoiselle qui habite dans une île lointaine. On la recherche, on ne la trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué? Pas du tout. Il a immédiatement, sous forme de requête prévidentielle, demandé la désignation d'un professionnel qualifié, qui là devient personne qualifiée de mandataire successoral, et sur, sur le fondement soit de 813.1, nous intervenons pour soit effectuer, là c'est dans le cas de succession, ou pour représenter un indivisaire défaillant dans un partage judiciaire, 841. Donc il y a, et la substitution, là c'est 814 et 814.1 du Code civil, nous pouvons substituer un héritier acceptant l'actif net, nous pouvons représenter un indivisaire défaillant dans un partage amiable, et je pense que les notaires pourront avoir là l'aide d'une personne qualifiée qui devient mandataire successoral. Et en les derniers 18 mois, le tribunal de grande instance de Nanterre et ses juges, qui juge des référés ou sur la forme des référés, a fait 23 désignations de mandataires successoraux. C'est pour vous dire que la profession de notaire a besoin effectivement de cette personne qualifiée
pour résoudre les litiges. Voilà, j'ai largement débordé. Voilà, j'ai largement débordé. Mais je pense que 255.9, et tout à l'heure j'ai eu une seconde d'angoisse, mais je sais maintenant que ce soit 255.9 et 255.10 sont maintenus dans le cadre de ce décret. Voilà ce que je voulais indiquer. Merci beaucoup.